L'aube se levait péniblement sur le port de Calais, mais les nuages noirs qui s'amoncelaient à l'horizon promettaient une journée difficile. Pierre Moreau, capitaine du chalutier L'Espoir, observait le ciel depuis la passerelle de son navire, ses mains rugueuses serrant une tasse de café fumant. À 52 ans, il avait suffisamment d'expérience pour reconnaître les signes d'une tempête imminente. Ses yeux bleus, marqués par des décennies passées à scruter l'horizon, ne mentaient jamais sur l'état de la mer. « Capitaine, vous pensez qu'on devrait reporter la sortie ?» demanda Marcel, son second, en montant sur la passerelle. Marcel Dubois était un homme trapu de 40 ans, fidèle compagnon de Pierre depuis près de 15 années. Sa voix trahissait une légère inquiétude, inhabituelle chez cet homme d'ordinaire imperturbable. Pierre but une gorgée de café, savourant la chaleur qui réchauffait son corps déjà habitué au froid matinal de la côte. Les prévisions météo annoncent du 8 à 9 sur l'échelle de Beaufort, Marcel. Ce n'est pas notre première tempête, et ce ne sera sûrement pas la dernière. Il marqua une pause, observant les mouettes qui tournoient au-dessus du port, leurs cris perçants semblant annoncer le mauvais temps. Nos familles comptent sur nous, et les poissons n'attendront pas que le temps se calme. Les autres membres d'équipage arrivaient progressivement sur le pont. Il y avait Jean-Luc, le jeune mousse de 22 ans qui travaillait avec eux depuis 6 mois, encore inexpérimenté mais plein d'enthousiasme. Antoine, le mécanicien de 38 ans, vérifiait une dernière fois les moteurs avec son sérieux habituel. Et enfin Philippe, le matelot le plus âgé de l'équipage à 45 ans, dont l'humour permanent cachait une sagesse acquise au fil des années en mer. « Allez les gars, on largue les amarres », ordonna Pierre d'une voix forte qui couvrait le bruit du vent qui commençait à se lever. « Jean-Luc, assure-toi que tout le matériel de sécurité soit bien fixé. Avec ce temps, on ne prend aucun risque. » Le L'Espoir quitta lentement le port, son moteur diesel ronronnant régulièrement. Pierre connaissait chaque vibration de son navire, chaque bruit qui pouvait signaler un problème. Ce chalutier de 22 mètres était sa fierté, hérité de son père, qu'il avait lui-même reçu de son grand-père. 3 générations de Moreau avaient navigué sur ces eaux parfois hostiles du canal de la Manche. Une fois en mer, les premières vagues commencèrent à secouer l'embarcation. Pierre ajusta automatiquement sa position pour compenser le roulis, ses jambes écartées dans une posture que des années d'expérience avaient rendue naturelle. L'horizon se teintait d'un gris menaçant, et les premières gouttes de pluie vinrent gifler le pare-brise de la passerelle. « Antoine, comment vont les moteurs ?» cria Pierre par-dessus le bruit grandissant du vent. « Tout va bien, capitaine. Elle ronronne comme un chat », répondit le mécanicien depuis la salle des machines, sa voix montant par l'écoutille ouverte. Les heures passèrent, et la tempête se déchaîna progressivement. Les vagues, d'abord modérées, devinrent de plus en plus imposantes. Le L'Espoir dansait sur les flots comme un bouchon, montant et descendant au rythme des lames qui défilaient sous sa coque. Pierre gardait fermement la barre, ses jointures blanchies par la force de son étreinte. « Marcel, lance les filets maintenant avant que ça empire », ordonna-t-il. Malgré les conditions difficiles, l'expérience lui disait que les poissons seraient nombreux dans ces eaux agitées. L'équipage se mit au travail avec la précision d'une mécanique bien huilée. Chacun connaissait parfaitement son rôle, et même dans ces conditions périlleuses, ils exécutaient leurs tâches avec une efficacité remarquable. Jean-Luc, malgré sa relative inexpérience, suivait les instructions de Philippe qui lui criait par-dessus le vacarme de la tempête. Vers midi, alors que la tempête atteignait son paroxysme, Pierre aperçut quelque chose d'inhabituel dans le creux d'une vague particulièrement imposante. Il plissa les yeux, essayant de distinguer ce qui flottait au loin. La pluie battante et les embruns rendaient la visibilité presque nulle. « Marcel, prends les jumelles et regarde là-bas, à 2 heures !» Pierre pointait du doigt vers un point précis où il avait cru voir quelque chose. Marcel saisit les jumelles et les braqua dans la direction indiquée. Après quelques secondes d'observation, son visage se figea. « Bon sang, capitaine, il y a quelqu'un là-bas. » Un homme accroché à ce qui ressemble à un tonneau. Le cœur de Pierre bondit dans sa poitrine. En 25 ans de navigation, il avait participé à plusieurs sauvetages, mais jamais dans des conditions aussi extrêmes. Les vagues faisaient maintenant plus de 6 mètres de haut, et approcher un naufragé dans ces circonstances relevait du suicide. « Philippe, Jean-Luc, venez ici immédiatement !» hurla Pierre. L'équipage se rassembla rapidement sur la passerelle, tous conscients de la gravité de la situation. « Il y a un naufragé là-bas », expliqua Pierre en pointant vers la silhouette qui disparaissait et réapparaissait entre les vagues. « Je ne vais pas mentir, c'est extrêmement dangereux de tenter un sauvetage par ces conditions, mais un homme va mourir si on ne fait rien. » Antoine remonta de la salle des machines, attiré par l'agitation sur le pont. «
Quand Philippe lui expliqua rapidement la situation, son visage devint grave. « Capitaine, avec ces vagues, si on s'approche trop près, on risque de chavirer. » Pierre regardait alternativement ses hommes et la mer déchaînée. Chaque seconde de réflexion pourrait coûter la vie aux naufragés, mais une décision précipitée pourrait condamner tout l'équipage. La règle d'or de tout marin était de porter secours à quelqu'un en détresse, mais elle ne devait jamais mettre en danger inutilement la vie des sauveteurs. « Jean-Luc, tu es le plus jeune et le plus agile. Est-ce que tu te sens capable de descendre avec une corde de sécurité pour récupérer ce pauvre diable ?» Le jeune homme déglutit péniblement, mais hocha la tête avec détermination. « Oui, capitaine, je peux le faire. Marcel, prépare la corde la plus solide qu'on ait. Philippe et Antoine, vous m'aidez à manœuvrer pour qu'on puisse s'approcher sans se fracasser contre ce tonneau. » Pierre prit une profonde inspiration. Que Dieu nous aide. Les minutes qui suivirent furent les plus tendues que Pierre Moreau avait vécues en mer. L'Espoir luttait contre les éléments déchaînés, tandis que l'équipage préparait fébrilement le matériel de sauvetage. Les vagues, hautes comme des immeubles de 3 étages, soulevaient le chalutier avant de le faire retomber dans des creux vertigineux qui donnaient l'impression de chuter dans un abîme liquide. Marcel, attache cette corde autour de la taille de Jean-Luc et assure-toi qu'elle soit bien fixée au treuil. Pierre manœuvrait délicatement pour approcher le naufragé, sans que la coque du navire ne vienne percuter l'homme ou son tonneau de fortune. Chaque mouvement demandait une précision millimétrique et une anticipation parfaite du comportement de la mer. Jean-Luc, le visage pâle mais déterminé, enfilait un gilet de sauvetage par-dessus ses cirés. Ses mains tremblaient légèrement, mais ce n'était pas seulement à cause du froid qui s'infiltrait malgré ses vêtements épais. « Capitaine, j'ai peur de ne pas être assez fort pour le hisser jusqu'au bateau, » avoua-t-il, sa voix presque couverte par le hurlement du vent. « Ne t'inquiète pas, fiston, » répondit Philippe en posant une main rassurante sur l'épaule du jeune homme. « Tu n'auras qu'à l'attraper et à bien t'accrocher à lui. Nous, on vous remontera tous les deux avec le treuil. L'important, c'est que tu arrives à l'atteindre. » Pierre scrutait attentivement les mouvements du naufragé. L'homme semblait à bout de force, ses bras s'accrochant désespérément au tonneau qui le maintenait tant bien que mal à la surface. À cette distance, impossible de distinguer son visage, mais on voyait bien qu'il luttait contre l'épuisement et l'hypothermie. Dans ces eaux glacées d'octobre, personne ne pouvait survivre très longtemps. « Antoine, j'ai besoin de toute la puissance des moteurs pour maintenir notre position », cria Pierre vers la salle des machines. La manœuvre était délicate. Il fallait compenser la dérive causée par le vent et les courants, tout en évitant d'être projeté contre le naufragé par une vague traître. Le mécanicien répondit par un geste de la main depuis l'écoutille, puis disparut pour pousser les moteurs à leur maximum. Le ronronnement habituel se transforma en un grondement puissant qui vibrait dans toute la coque du l'Espoir. Pierre sentait la réponse immédiate du navire, plus nerveux et réactif sous ses mains expertes. « Attention, on approche !» hurla Marcel. Le tonneau et son occupant n'étaient plus qu'à une 50aine de mètres, ballottés comme des férus de paille par les vagues monumentales. Pierre pouvait maintenant distinguer plus clairement la silhouette de l'homme. Il portait ce qui ressemblait à un ciré déchiré, et ses cheveux grisonnants étaient plaqués sur son crâne par l'eau salée. « Jean-Luc, prépare-toi. À mon signal, tu descends. » Pierre calculait mentalement la trajectoire des vagues, cherchant le moment parfait où le chalutier serait assez proche et stable pour permettre la descente. Une vague particulièrement imposante souleva le l'Espoir, offrant quelques secondes de vue dégagées sur le naufragé. « Maintenant !» cria Pierre. Jean-Luc enjamba le bastingage et se laissa glisser le long de la corde, ses pieds cherchant un appui sur la coque glissante du navire. L'eau glacée l'atteignit immédiatement, lui coupant le souffle. Marcel et Philippe tenaient fermement la corde de sécurité, leurs muscles tendus par l'effort de maintenir le jeune homme en position. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Pierre voyait Jean-Luc progresser vers le naufragé, luttant contre les courants qui tentèrent de l'éloigner de sa cible. Une vague plus forte que les autres projeta le tonneau vers le chalutier, et pendant un instant terrifiant, Pierre crut que son matelot allait être écrasé entre les deux masses. « Accroche-toi bien !» hurla Philippe, même si Jean-Luc ne pouvait probablement pas l'entendre par-dessus le vacarme de la tempête. Enfin, après ce qui sembla une éternité, Jean-Luc atteignit le naufragé. Pierre le vit entourer l'homme de son bras et faire signe qu'il était prêt à être remonté. Marcel actionna immédiatement le treuil électrique, et les deux corps commencèrent leur ascension périlleuse vers le pont du l'Espoir. Le naufragé était visiblement inconscient, son corps pendant mollement dans l'étreinte de Jean-Luc. Ses vêtements trempés et déchirés laissaient deviner un homme d'âge moyen, probablement dans la quarantaine.
Son visage, bleui par le froid, était à peine visible sous ses cheveux collés par l'eau de mer. « Attention, ils arrivent !» Antoine était remonté de la salle des machines pour aider au sauvetage. Tous les 4 se positionnèrent le long du bastingage pour hisser les 2 hommes à bord dès qu'ils seraient à portée. Jean-Luc, épuisé par l'effort et transi de froid, fut le premier à être tiré sur le pont. Il tenait toujours fermement le naufragé contre lui, refusant de lâcher prise malgré l'épuisement. « Je l'ai eu, répétait-il entre ses dents qui claquaient violemment. « Bravo, fiston, tu as été formidable, dit Pierre en aidant à allonger l'inconnu sur le pont. L'homme ne respirait plus, ou si faiblement que c'était imperceptible. Sa peau était d'une pâleur cadavérique, et ses lèvres avaient pris une teinte bleuâtre inquiétante. « Marcel, va chercher toutes les couvertures qu'on a à bord. Philippe, aide-moi à lui faire un massage cardiaque. » Pierre se mit immédiatement à l'ouvrage, pressant rythmiquement la poitrine de l'homme pour relancer sa circulation. Il avait appris les gestes de premier secours lors de ses formations de capitaine, mais c'était la première fois qu'il devait les utiliser dans des conditions aussi extrêmes. Philippe prit le relais du bouche à bouche, tandis que Pierre continuait le massage cardiaque. L'eau salée que crachait le naufragé était un bon signe. Ses poumons évacuaient le liquide qu'ils avaient ingurgité. Antoine était retourné au moteur pour maintenir le cap vers le port, comprenant que chaque minute comptait pour sauver cet homme. Après plusieurs minutes d'efforts acharnés, le naufragé eut un faible toussottement, puis ses paupières se soulevèrent légèrement. Pierre sentit son cœur bondir de soulagement. « Il revient, continuez à le réchauffer. » L'homme ouvrit péniblement les yeux, son regard encore trouble fixant le visage de Pierre penché au-dessus de lui. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit d'abord. Marcel était revenu avec une brassée de couverture qu'ils étendaient sur le rescapé, frottant doucement ses membres pour relancer la circulation. « Merci », murmura finalement l'homme d'une voix rauque à peine audible. « Merci de m'avoir sauvé. » Pierre sourit, soulagé d'entendre cette voix qui confirmait que leur sauvetage avait réussi. « Ne parlez pas pour l'instant. Reposez-vous. Nous rentrons au port. Vous êtes en sécurité maintenant. »« Comment vous appelez-vous » demanda doucement Marcel, s'agenouillant près de l'homme pour mieux l'entendre. Le naufragé ferma les yeux un instant, comme s'il rassemblait ses forces. Quand il les rouvrit, il y avait une expression étrange dans son regard, mélange de gratitude et de quelque chose qui ressemblait à de l'appréhension. « Thomas, dit-il finalement, Thomas Dubois. » Le voyage de retour vers Calais se déroula dans un silence pesant. Thomas Dubois, enveloppé dans plusieurs couvertures, avait repris quelques couleurs mais son regard restait fuyant. Pierre l'observait discrètement depuis la passerelle, intrigué par l'attitude étrange de cet homme qu'ils venèrent de sauver. Il y avait quelque chose de familier dans ce visage, mais impossible de mettre le doigt dessus. « Pierre, on arrive dans 1 heure environ », annonça Antoine en remontant de la salle des machines. Le temps s'était légèrement calmé, permettant au l'espoir de naviguer plus sereinement vers le port. Les gardes-côtes nous demandent des précisions sur notre rescapé pour prévenir les services médicaux. Pierre hocha la tête et se dirigea vers Thomas qui était installé dans la cabine principale, une tasse de thé chaud entre les mains. Ses vêtements séchaient lentement près du radiateur, révélant qu'ils étaient de bonne qualité, malgré leur état déplorable. « Monsieur Dubois, j'ai besoin de quelques informations pour les autorités portuaires. Pouvez-vous me dire ce qui vous est arrivé ?» Thomas leva lentement les yeux vers Pierre, et ce dernier fut frappé par l'intelligence et la tristesse qui l'y décela. « Mon bateau a chaviré cette nuit, près des côtes anglaises. J'ai eu juste le temps de m'accrocher à ce tonneau avant qu'il ne coule complètement. » Sa voix était posée, éduquée, avec un accent qui trahissait une origine bourgeoise. « Vous naviguiez seul par ce temps ?» demanda Marcel qui avait rejoint la conversation. « C'était plutôt imprudent, non ?» Thomas détourna le regard vers le hublot où l'on voyait défiler les côtes françaises. « J'avais mes raisons, » murmura-t-il. « Des raisons personnelles. » Jean-Luc, qui s'était changé et réchauffé, regardait Thomas avec curiosité. « Vous faisiez quoi comme travail, monsieur ? Vous avez l'air, comment dire, pas vraiment d'un marin. » Un sourire amer passa sur les lèvres de Thomas. « Vous avez raison, jeune homme. Je ne suis pas marin. J'étais médecin, chirurgien plus précisément. » Il marqua une pause, ses mains se crispant légèrement sur sa tasse. Du moins, je l'étais. Philippe, qui écoutait depuis le seuil de la cabine, fronça les sourcils. « Vous l'étiez ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Pierre sentit une tension inhabituelle s'installer dans l'air. Il connaissait suffisamment les hommes pour savoir quand quelqu'un portait un lourd fardeau. « Vous n'êtes pas obligé de nous raconter votre histoire, monsieur Dubois. L'important, c'est que vous soyez vivant. »« Dubois » répéta Marcel pensif. « Ce nom me dit quelque chose.
Vous n'habiteriez pas par hasard dans la région ?» Thomas ferma les yeux un instant comme s'il rassemblait son courage. « J'habitais à Lille, avant. » Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Un silence pesant s'abattit sur la cabine. Pierre voyait bien que ces hommes étaient intrigués, mais quelque chose dans l'attitude de Thomas l'inquiétait. Il y avait une souffrance profonde dans ses yeux, une culpabilité qui dépassait la simple nostalgie du passé. « Écoutez, » dit finalement Thomas, relevant la tête avec une expression de détermination douloureuse. « Vous m'avez sauvé la vie, vous méritez de savoir à qui vous avez affaire. Dans quelques heures, quand nous arriverons au port, vous l'apprendrez de toute façon. » Marcel s'installa sur une chaise en face de lui, imité par les autres. « Allez-y, on vous écoute. » Thomas prit une profonde inspiration. « Il y a 3 ans, j'étais chirurgien au CHU de Lille. Un chirurgien réputé, respecté. J'avais une belle maison, une famille. » Sa voix se brisa à nouveau. « J'avais une fille, Sarah. Elle avait 8 ans. » Pierre sentit son estomac se nouer. Il pressentait que ce qu'ils allaient entendre ne serait pas facile. Un soir, je rentrais d'une garde de nuit. J'étais épuisé. J'avais enchaîné 3 opérations difficiles. Il pleuvait. La visibilité était mauvaise. Thomas s'arrêta, les larmes aux yeux. J'ai percuté une voiture à un carrefour. Une famille. 2 parents et leur petite fille de 6 ans. Le silence dans la cabine était maintenant oppressant. Jean-Luc avait pâli, et Marcel détourna le regard. La petite fille, continua Thomas d'une voix brisée. Elle s'appelait Emma Moreau. Elle n'a pas survécu. Ses parents ont été gravement blessés, mais ils s'en sont sortis. Pierre sentit le monde s'écrouler autour de lui. Moreau. Ce nom résonnait dans sa tête comme un glas. Emma Moreau. Sa nièce. La fille de son frère cadet, Laurent. Mon Dieu, murmura Philippe qui avait fait le rapprochement lui aussi. Emma, la petite Emma. Thomas regarda Pierre avec des yeux remplis de douleur et de reconnaissance mêlée. Je sais qui vous êtes, capitaine Moreau. J'ai reconnu votre nom quand votre équipage vous a appelé. Laurent Moreau était mon patient après l'accident. J'ai tenté de sauver sa femme aussi, mais il s'interrompit, submergé par l'émotion. Pierre sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'agrippa au rebord de la table, le visage livide. « Vous êtes celui qui a tué Emma ?»« Oui, » répondit Thomas d'une voix à peine audible. « C'est moi. J'ai été condamné à 4 ans de prison pour homicide involontaire. J'en ai fait 2 avant d'être libéré pour bonne conduite il y a 6 mois. Ma famille m'a rejeté. J'ai perdu mon droit d'exercer. Ma maison. Hier soir, j'ai voulu en finir. » Marcel comprit immédiatement. Le naufrage, ce n'était pas un accident. Thomas secoua la tête. Non, je suis parti de Douvres avec l'intention de ne jamais revenir. Mais quand j'ai vu l'eau monter dans le bateau, j'ai eu peur. J'ai lutté pour survivre, par instinct. Il leva les yeux vers Pierre. Et vous, l'oncle de la petite fille que j'ai tuée, vous m'avez sauvé la vie. Pierre était tétanisé. Dans sa tête défilèrent les images du petit cercueil blanc d'Emma, les larmes de son frère Laurent, l'effondrement de sa belle-sœur Catherine. Cette tragédie qui avait détruit sa famille 3 ans plus tôt. Et maintenant, cet homme qu'il avait risqué sa vie, et celle de son équipage pour sauver, était celui qui avait causé tout ce malheur. « Capitaine », dit doucement Antoine, « on approche du port. » Pierre se tourna vers le hublot, voyant les lumières de Calais se rapprocher. Dans quelques minutes, ils accosteraient, et cette révélation bouleverserait bien plus que sa propre existence. Toute la communauté maritime se souviendrait de cette histoire qui avait défrayé la chronique 3 ans plus tôt. Il regarda Thomas, cet homme brisé qui portait le poids d'une tragédie, puis ces hommes qui attendaient sa réaction. Pierre Moreau, le capitaine courageux respecté de tous, devait maintenant affronter le plus grand dilemme de sa vie. Les lumières du port de Calais se reflétaient sur l'eau noire, tandis que l'Espoir glissait lentement vers son poste d'amarrage. Pierre n'avait pas prononcé un mot depuis la révélation de Thomas. Ses mains tremblaient légèrement sur la barre, et son visage était devenu d'une pâleur de marbre. Marcel et les autres membres d'équipage échangèrent des regards inquiets, ne sachant comment réagir face à cette situation inimaginable. Thomas était resté silencieux lui aussi, comprenant que sa confession avait créé un gouffre infranchissable. Il observait Pierre avec un mélange de gratitude et de résignation, sachant qu'il venait de placer son sauveur dans une position impossible. Les ambulanciers attendirent déjà sur le quai, alertés par les gardes-côtes, ainsi que plusieurs curieux attirés par l'arrivée du chalutier par ce temps de tempête. « Capitaine », murmura Marcel en s'approchant de Pierre, « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Pierre ferma les yeux un instant essayant de rassembler ses pensées. 3 ans. 3 ans qu'il vivait avec la douleur de voir son frère Laurent sombrer dans l'alcool après la mort d'Emma. 3 ans qu'il consolait sa belle-sœur Catherine,
qui ne supportait plus de voir des enfants jouer dans la cour de leur maison voisine. 3 ans qu'il portait cette colère sourde contre l'homme responsable de la destruction de sa famille, cet inconnu qui avait fauché la vie de la petite Emma dans un instant d'inattention tragique. Et cet homme, il venait de lui sauver la vie au péril de la sienne et de celle de son équipage. « On accoste normalement », dit finalement Pierre d'une voix rauque qui trahissait son émotion contenue. « Les services médicaux s'occuperont de Monsieur Dubois. » Le processus d'amarrage se déroula dans un silence inhabituel. Habituellement, les retours de pêche étaient emmarqués par les plaisanteries et les commentaires sur la météo. Mais aujourd'hui, chaque membre de l'équipage vaquait à ses tâches avec une gravité solennelle. Jean-Luc fixait les cordages avec plus d'attention que nécessaire. Antoine vérifiait et revérifiait les moteurs. Philippe rangeait méthodiquement le matériel de pont. Tous évitèrent de regarder directement Thomas ou Pierre, sentant instinctivement qu'ils assistaient à un moment qui dépassait leur compréhension. Quand le L'Espoir fut amarré, Thomas se leva difficilement, encore affaibli par son épreuve. Ses jambes tremblaient légèrement, conséquence de l'hypothermie et du choc émotionnel qu'il venait de subir. Les ambulanciers montèrent à bord avec une civière, mais il refusa catégoriquement de s'allonger. « Je peux marcher », dit-il fermement, avec une dignité qui surprit les secouristes. Avant de descendre, Thomas se tourna vers Pierre, cherchant le courage de prononcer les mots qui pesaient sur son cœur depuis des années. « Capitaine Moreau, je sais que mes mots ne peuvent rien réparer, mais je veux que vous sachiez que pas un jour ne passe sans que je pense à Emma. Pas un jour sans que je regrette d'être monté dans cette voiture ce soir-là, sans que je regrette d'avoir pris cette route, d'avoir été si fatigué, si imprudent. » Pierre le regarda fixement, son visage dur comme du granit sculpté par des années de vent marin. Ses yeux bleus, habituellement chaleureux, étaient devenus froids comme l'acier. « Descendez », dit-il simplement. Mais le poids de ce seul mot résonnait comme un jugement final. Sur le quai, la nouvelle de l'identité du rescapé se répandit comme une traînée de poudre dans la communauté maritime très soudée de Calais. Les pêcheurs et les dockers qui reconnaissaient Thomas commencèrent à murmurer entre eux, leur visage exprimant un mélange de surprise, de confusion et parfois de colère. Certains se souvenaient parfaitement de cette tragédie qui avait bouleversé toute la région 3 ans plus tôt. D'autres découvraient avec stupéfaction l'identité de celui que Pierre venait héroïquement de sauver des eaux. Pierre descendit en dernier, ses pas lourds résonnant sur la passerelle métallique. Il saluait mécaniquement les gens qui l'approchaient pour le féliciter de ce sauvetage qu'il considérait encore comme héroïque, ignorant la complexité tragique de la situation. Leurs poignées de main chaleureuses et leurs tapes dans le dos lui semblèrent venir d'un autre monde, d'une réalité où les choses étaient simples, où sauver une vie était toujours un acte noble sans ambiguïté morale. « Pierre !» Une voix familière l'interpella depuis l'extrémité du quai. Laurent, son frère cadet, accourait vers lui, alerté probablement par un appel téléphonique de quelqu'un du port. Il avait considérablement maigri depuis la mort d'Emma, ses cheveux avaient blanchi prématurément, et ses yeux portaient encore les traces indélébiles de son chagrin. Son allure négligée témoignait des ravages que l'alcool et la dépression avaient causés dans sa vie. « Laurent, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Pierre, immédiatement inquiet de voir son frère dans cet état d'agitation. Il savait que Laurent évitait généralement le port, trop de souvenirs liés aux sorties en mer qu'il faisait enfant avec leur père. « On m'a appelé pour me dire que tu avais sauvé quelqu'un en mer, que tu avais risqué ta vie dans la tempête. Je voulais te féliciter, te dire que j'étais fier de toi. » Laurent s'arrêta net quand il aperçut Thomas près de l'ambulance, encadré par les secouristes qui vérifiaient ses constantes vitales. Son visage se décomposa littéralement, passant de la joie à l'incrédulité, puis à une rage sourde qui fit trembler tout son corps. « Non, non, ce n'est pas possible », balbutia-t-il, ses jambes fléchissant sous le choc de la reconnaissance. « Laurent, calme-toi », dit Pierre en posant fermement une main sur le bras de son frère, sentant la tension monter dangereusement. Mais Laurent se dirigeait déjà vers Thomas d'un pas chancelant, les poings serrés, le visage déformé par une douleur et une colère qu'il avait refoulées pendant 3 longues années. « Vous osez revenir ici après ce que vous avez fait? Vous osez revenir là où ma fille jouait, où elle riait ?» Thomas se retourna lentement et reconnut immédiatement le père d'Emma. La ressemblance était frappante avec les photos qu'il avait vues lors du procès, mais le visage était creusé par le chagrin, vieilli prématurément par la perte. Il ne chercha pas à fuir ni à se défendre, quand Laurent s'approcha de lui, les yeux brillants de larmes et de colère contenues, acceptant ce qui lui semblait être un châtiment mérité depuis longtemps. « Papa de ma petite Emma », murmura Thomas,
sa voix brisée par l'émotion et la culpabilité qui l'étouffaient. « Monsieur Moreau, je… »« Taisez-vous » hurla Laurent, sa voix se brisant sur les mots. « Vous n'avez pas le droit de prononcer son nom. Vous n'avez pas le droit de parler d'elle. » Une foule commençait à se rassembler autour d'eux, attirée par l'éclat de voix et pressentant le drame qui se jouait. Pierre se précipita pour s'interposer entre son frère et Thomas, craignant que la situation ne dégénère en violence. « Laurent, arrête. Pas ici, pas comme ça. Tu ne résoudras rien ainsi. Tu as sauvé l'assassin de ta nièce, Pierre, » cria Laurent, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues creusées. « L'homme qui a détruit notre famille, qui a tué mon enfant. Comment as-tu pu risquer ta vie pour lui ?» Le silence tomba sur le quai comme une chape de plomb. Tous les regards étaient fixés sur Pierre, attendant sa réaction, son explication, sa justification. Il sentait le poids de ces dizaines d'yeux qui le jugeaient, qui attendaient qu'il prenne position dans cette tragédie humaine qui les dépassait tous. Certains visages exprimaient la compréhension et la compassion, d'autres la condamnation et l'incompréhension. « Je ne savais pas qui il était quand je l'ai sauvé », dit Pierre d'une voix forte qui porta sur tout le quai, s'adressant autant à son frère qu'à la foule silencieuse qui les entourait. « Je n'ai vu qu'un homme en train de mourir en mer, accroché à un tonneau dans une tempête qui l'aurait emporté en quelques minutes. Et maintenant que tu sais ?» demanda Laurent, sa voix tremblante de douleur et d'incompréhension. « Maintenant que tu sais que c'est lui ?» Pierre regarda Thomas, puis son frère, puis tous ces visages qui l'entouraient, cherchant dans leurs expressions un reflet de ses propres doutes et certitudes. Dans sa tête résonnèrent les paroles de son père, ancien marin lui aussi, qui lui avait transmis les valeurs fondamentales de leur métier. Un homme de mer ne laisse jamais quelqu'un se noyer, peu importe qui il est ou ce qu'il a fait. La mer ne fait pas de différence entre les bons et les méchants, Pierre. Elle prend et elle donne sans juger. Maintenant que je sais, dit Pierre lentement, pesant chacun de ses mots avec la gravité de celui qui prend une décision qui engagera sa conscience pour le reste de sa vie, je sais aussi que cet homme a payé sa dette à la société. Il a fait de la prison. Il a perdu sa profession, sa famille, sa dignité. Il voulait mourir cette nuit, Laurent. Il avait choisi de mourir en mer plutôt que de continuer à porter le poids de sa culpabilité. Thomas le regardait avec incrédulité, n'osant espérer qu'un tel pardon puisse exister. « Ça ne me rend pas, Emma », continua Pierre, sa voix se chargeant d'émotion et de fermeté à la fois. « Ça ne répare pas le mal qu'il nous a fait. Ça n'efface pas nos larmes. Ça ne comble pas le vide qu'elle a laissé. Mais aujourd'hui, j'ai vu un homme lutter pour sa vie dans une mer déchaînée. J'ai vu quelqu'un qui voulait vivre, malgré tout, malgré sa culpabilité. Et un capitaine ne choisit pas qui il sauve. » Laurent secoua la tête violemment, incapable d'accepter cette logique qui lui semblait trahir la mémoire de sa fille. « Tu aurais dû le laisser se noyer. Tu aurais dû laisser la mer rendre justice. »« Non, » dit fermement Pierre, sa voix prenant une autorité nouvelle, celle d'un homme qui vient de comprendre quelque chose d'essentiel sur lui-même et sur l'humanité. Parce que si j'avais fait ça, j'aurais été pire que lui. Emma ne m'aurait jamais pardonné de laisser mourir quelqu'un par vengeance. Elle était trop pure, trop bonne pour cautionner la haine. Un murmure parcourut la foule. Certains hochèrent la tête, reconnaissant la noblesse de cette position. D'autres semblaient choqués par ces paroles qui bousculaient leur sens de la justice. Thomas s'avança d'un pas hésitant, rassemblant le courage pour ces derniers mots. « Monsieur Moreau, Laurent, je ne vous demande pas de me pardonner. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que rien ne pourra jamais réparer ce que j'ai fait. Mais je veux que vous sachiez que votre frère est l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Il a risqué sa vie et celle de son équipage pour sauver quelqu'un qu'il aurait eu toutes les raisons de haïr. » Il marqua une pause, ses yeux fixant le sol mouillé du quai. « Si j'ai une seconde chance dans la vie, c'est grâce à lui. Et je vous promets solennellement que je ne la gâcherai pas. Je trouverai un moyen de racheter ce que j'ai fait, même si ça me prend le reste de ma vie, même si je ne peux jamais vraiment expier. » Laurent regardait alternativement Pierre et Thomas, déchirés entre sa douleur de père endeuillé et l'exemple de noblesse d'âme que venait de donner son frère. Finalement, incapable de supporter davantage cette confrontation avec ses propres démons, il tourna les talons et s'éloigna d'un pas rapide, disparaissant dans la foule qui s'écartait respectueusement sur son passage. Les ambulanciers, qui avaient assisté silencieusement à cette scène déchirante, emmenèrent Thomas vers l'hôpital pour un examen médical complet. Avant de monter dans l'ambulance, il se retourna une dernière fois vers Pierre, ses yeux emplis d'une gratitude infinie et d'une détermination nouvelle. « Merci, capitaine, pour tout, pour m'avoir sauvé la vie,
et pour m'avoir montré ce qu'est le vrai courage. Pierre hocha la tête silencieusement, regardant l'ambulance s'éloigner dans les rues étroites de Calais. Il se sentait vidé, épuisé par cette journée qui avait commencé par une simple sortie de pêche et qui se terminait par une leçon de vie qu'il n'était pas sûr d'avoir pleinement comprise lui-même. Marcel vint se placer à côté de lui, suivi par Philippe, Antoine et Jean-Luc, qui formèrent un cercle protecteur autour de leur capitaine. « Vous avez fait ce qu'il fallait, capitaine », dit Marcel avec une conviction sincère. Emma aurait été fière de son oncle. Philippe, Antoine et Jean-Luc s'approchèrent à leur tour, leur visage exprimant un respect nouveau pour leur capitaine. « On est avec vous, capitaine », dit Philippe d'une voix ferme. « Aujourd'hui, vous nous avez appris ce que signifie vraiment être un homme de mer, et ce que signifie être un homme tout court. » Pierre sourit faiblement, sentant un poids énorme se soulever progressivement de ses épaules. Il comprenait maintenant qu'il n'avait pas sauvé que Thomas cette nuit. Il avait sauvé son âme à lui aussi, en refusant de laisser la haine et la vengeance l'emporter sur l'humanité et la compassion qui définissaient sa véritable nature. 6 mois plus tard, Pierre apprit par un article de journal local que Thomas avait trouvé du travail comme aide-soignant dans un hospice pour enfants malades en phase terminale, utilisant ses compétences médicales et son expérience de la souffrance pour apporter réconfort et espoir à ceux qui en avaient le plus besoin. Il n'essaya jamais de reprendre contact direct avec la famille Moreau, respectant leurs douleurs et leurs besoins de distance, mais il consacrait désormais chaque jour de sa nouvelle vie à honorer la mémoire d'Emma en aidant d'autres enfants. Et Laurent, peu à peu, aidé par les mots de son frère et le temps qui adoucit les blessures les plus profondes, commença à comprendre le message profond que Pierre lui avait transmis ce jour-là sur le quai, que le vrai courage n'était pas de haïr ou de se venger, mais de choisir l'humanité et la compassion même dans les moments les plus sombres de l'existence humaine.